Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler du fait que je pense que pour moi, le salariat n'était juste pas fait pour moi. Je pense que d'ailleurs, de manière générale, je pense que le salariat n'est vraiment pas fait pour beaucoup de personnes. Après, on peut accepter de se dire, bon voilà, je suis pas fait pour le salariat, il faut que je fasse autre chose. Donc en gros, c'est l'entrepreneuriat ou rien. Mais je pense que beaucoup de gens ne sont pas faits pour le salariat et pas forcément dans le fait qu'on est contre le salariat, mais tout simplement parce que dans le salariat, on n'a pas le droit de parole, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, on nous demande jamais notre avis en gros. C'est-à-dire que moi j'ai passé quand même, enfin moi ce que je trouve juste aberrant dans une entreprise de manière générale, c'est que moi par exemple si je prends mon domaine, on était dans le bâtiment. On est à peu près 15 personnes sur le terrain, donc des ouvriers qui tous les jours côtoient les clients, qui tous les jours côtoient les particuliers. Et d'un autre côté, on a le bureau. Donc on a le bureau qui représente à peu près, on va dire, 5 personnes sur une quinzaine que nous on est sur le terrain. Donc on va dire que ça représente à peu près un quart pour prendre les rendez-vous, répondre aux clients, envoyer les devis, les factures, ainsi de suite. Et ce qui m'a toujours fait halluciner, c'est que à aucun moment, dans toutes les... Enfin moi en plus, j'ai fait beaucoup d'intérim, dans le sens où ça me permettait de changer d'entreprise régulièrement et en me disant toujours bon voilà je suis pas fait pour j'ai pas trouvé le poste de mes rêves donc c'est pour ça que j'arrive pas à m'intégrer à l'entreprise. En fait c'était pas forcément le cas, c'est juste que je suis un peu réfractaire au salariat de manière générale, je pense, tout simplement. Et du coup ce qui m'a toujours choqué dans ces entreprises, c'est à aucun moment on vous demande votre avis, à aucun moment on estime que vous avez droit de donner votre opinion et de dire ce que vous pensez, même si ce n'est pas forcément votre opinion, à aucun moment on estime en fait que vous pouvez apporter quelque chose à l'entreprise. Je m'explique. En gros, j'estime que la première des choses, c'est d'avoir une satisfaction client. Donc, qui dit une satisfaction client, si à un moment donné, il n'y a pas une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, allez, on va dire une fois par mois, parce que de toute façon, il n'en existe même pas à l'heure actuelle, une réunion entre les gens de bureau et les gens qui sont sur le terrain pour faire un point, dire voilà, moi je suis sur le terrain, il y a ça qui ne fonctionne pas, vous nous prenez des rendez-vous, patati patata, ça ne peut pas fonctionner parce que sur le terrain ça se passe comme ça. Et parce que les gens qui sont dans les bureaux ne peuvent pas se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Donc si à un moment il n'y a pas un échange pour expliquer à ces gens de bureau que ça se passe comme ça sur le terrain, ils ne peuvent tout simplement pas le savoir. Et inversement, c'est-à-dire que si les gens de bureau à un moment ne disent pas à leurs gars qui sont sur le terrain, bah écoutez, nous quand on les a au téléphone, c'est pas simple de leur dire ça, patati patata. Alors que nous sur le terrain, on va pas le comprendre parce qu'on n'a pas le même regard des choses et parce qu'on n'est tout simplement pas derrière le téléphone à répondre aux clients qui appellent pour se plaindre parce qu'il s'est passé ci ou parce qu'il s'est passé ça. Mais ce que je trouve juste aberrant dans tout ça, c'est qu'à aucun moment il n'y a à aucun moment il y a une réunion entre les gens de bureau et les gens qui sont sur le terrain pour tout simplement déjà améliorer les choses, pour que le client soit plus satisfait de votre service et aussi pour que ça se passe mieux pour les gens qui sont dans le bureau, qui comprennent mieux comment se passent les choses sur le terrain, pour qu'ils puissent s'adapter en fonction et qu'ils puissent mieux adapter votre planning ou vos rendez-vous, ainsi de suite. Et inversement, c'est-à-dire que expliquer comment ça se passe sur le terrain et pour que les gens qui sont dans les bureaux disent attendez, là je peux pas lui mettre un deuxième rendez-vous parce que on ne sait pas pour combien de temps il va l'avoir parce que sur le terrain ça se passe comme ça, ainsi de suite. Et je pense que vraiment en France on a vraiment du mal avec ça, c'est-à-dire que on ne donne pas la parole à tout le monde dans une entreprise. Je pense que vraiment le cœur d'une entreprise c'est aussi bien le patron que l'apprenti, quoi. C'est-à-dire que ce qui fait la force d'une entreprise qui fonctionne, c'est du petit maillon au gros maillon. C'est-à-dire que je pense que vraiment, c'est le fait que tout le monde travaille ensemble en quelque sorte et que tout le monde avance dans le même intérêt. Et aussi bien, comme j'ai dit, du petit apprenti qu'au patron qui fait certaines choses. Mais au final, tout a une importance dans une entreprise. Aussi bien la secrétaire qui répond aux appels et qui est polie et qui est très agréable avec les clients, que
que le patron qui fait autre chose. Enfin, je pense que tout maillon dans une entreprise est important. Sauf que en France, on ne sait pas. Alors déjà, on est toujours dans la critique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne sait pas féliciter un salarié, on ne sait pas lui dire, bah merci pour aujourd'hui, t'as fait ci, t'as fait ça, t'étais pas obligé de le faire, tu l'as fait quand même, c'est sympa. Je pense qu'un merci dans une entreprise, je pense que, le salarié quasiment, moi, il y a des moments, on me dirait juste merci plutôt que de me donner 50 euros de plus à la fin du mois. Le merci a presque plus d'importance que les 50 euros au final. C'est juste que, moi, je vois sur ma dernière mission d'intérim, euh, donc j'étais plomberie chauffage, j'étais dépanneur, un poste où en plus où ils ont énormément de difficultés à recruter parce que il faut être autonome, il faut savoir faire de tout, il faut pas avoir peur d'être confronté à l'inconnu. Donc voilà, on est tout seul sur une intervention, on arrive sur un dépannage, faut être débrouillard, faut savoir facturer, faut savoir prendre la carte bleue, ainsi de suite. Et du coup, je faisais plus d'une dizaine d'interventions par jour. Ils m'ont pris en intérim. Donc je suis arrivé du jour au lendemain, on m'a donné un camion, des outils que je connaissais pas, un camion que je connaissais pas, on m'a envoyé au casse-pipe direct. Je me suis démerdé et au bout de 15 jours, je fais le point avec mon chef. Et mon chef, donc j'avais fait à peu près sur une quinzaine de jours, je faisais à raison d'une dizaine d'interventions par jour. Donc au bout de 15 jours, en gros, j'avais fait entre 80 et 100 interventions. Et mon chef a été, la seule chose qu'il a été capable de faire, il a mis le point sur 3 interventions que pour lui, il a estimé que j'étais pas au top et que j'avais pas été, j'avais pas été au top et que elles n'étaient pas réussies en gros. Et je pense que si je revenais même 1 ou 2 ans en arrière, j'aurais pris très mal en me disant putain ouais, parce que tout simplement, je me serais focalisé sur ces 3 interventions. Maintenant, j'ai un peu plus de recul avec les choses et je me suis dit mais donc en gros, tu me reproches 3 interventions et j'en ai fait à peu près une centaine. Donc ça veut dire que 97% de mon travail était juste irréprochable. Et juste avec ce truc, je me dis, comment voulez-vous, à l'heure actuelle, motiver des salariés qui de toute façon travaillent bien ou travaillent mal, au bout du compte, ils auront le même salaire. Et en plus, la seule chose que vous êtes capable de leur dire, c'est juste se concentrer sur les 3% de leur travail où ça s'est, selon vous, mal passé. Parce qu'en plus, ce qu'il faut dire, c'est que sur ces 3 interventions, il s'est avéré que c'était les 3 interventions qui étaient en dehors de mes heures de travail. Donc je m'étais tapé 10 interventions dans la journée. Normalement, je débauchais à 18h. Il était 19h. J'étais encore chez le client en train d'essayer de sortir d'une belle merde. Alors que ces gens-là qui te font la morale étaient déjà débauchés depuis plus d'1 heure. Alors que moi, j'étais encore sur le terrain en train d'essayer d'aider la personne pour trouver une solution, ou qu'elle retrouve du chauffage ou de l'eau chaude, ainsi de suite. Et il s'est avéré que ces 3 interventions étaient en fin de journée, dans des horaires, hors de mes horaires de boulot, parce que tout simplement, on accumule la fatigue, bref. Et du coup, à aucun moment, mon chef m'a dit, ok, alors après, je dis pas qu'il faut pas dire ce qui s'est mal passé. Encore, ce qui s'est mal passé, c'est selon son avis, parce que, je vais pas rentrer dans les détails, parce que, donc selon lui, c'était 3 interventions que j'avais pas fait comme il fallait ou dans la perfection, s'il voulait. Et du coup, il a été juste capable de se concentrer sur ces 3 choses-là. Alors, ce que je trouve dramatique, c'est déjà, ça fait 6 mois qu'ils arrivaient à trouver personne pour honorer ce poste. Il trouve quelqu'un qui est capable de faire 95% sans problème des interventions sans souci, qui est autonome, qui dès le premier jour a été capable, malgré qu'il soit en intérim, de se démerder tout seul. Et la seule chose qu'on arrive à lui dire au bout de 15 jours, c'est se concentrer sur 3 interventions qui, selon eux, ont été ratées, mais qui ne sont même pas réellement ratées. C'est juste que j'ai été moins performant et moins perspicace que d'habitude, pardon. Et à aucun moment, la rigueur, je suis d'accord qu'il faut dire ce qui n'a pas été dans le boulot. Je suis complètement ouvert à la critique et ça me dérange pas du tout. Je veux dire, on est tous des êtres humains, il y a tous à des moments où on fait des erreurs, on fait des mauvais choix, ou voilà, on n'est pas juste pas tout le temps, on peut pas être tout le temps performant, on peut pas tout le temps être au top, c'est juste impossible. Et du coup, j'accepte
vraiment la critique, mais à aucun moment il m'a dit par contre tout le reste c'était top, ça s'est super bien passé, tu t'es intégré dès le départ, enfin, mais à aucun moment ça m'a été dit quoi. Enfin, on s'est juste concentré sur ces trois putains d'interventions quoi. Enfin, je trouve tellement ça mais dramatique. Alors moi, ok, je savais que j'allais pas rester parce que ça commençait à bien marcher dans l'entrepreneuriat, mais enfin, comment voulez-vous motiver des salariés qui de toute façon vont gagner la même somme qu'ils travaillent bien ou mal, si en plus la seule chose que vous êtes capable de leur dire, c'est juste de se concentrer sur 3% de leur travail qui s'est mal passé, alors que 97% de leur travail est irréprochable. Enfin, c'est un drame absolu, c'est-à-dire que vous allez mettre le salarié dans un état d'esprit où en plus il va croire qu'il n'est pas bon, alors que ce n'est pas le cas. Et vous allez être juste incapable de lui dire juste, écoute, enfin, je pense même que si on va plus loin, je pense qu'un salarié, genre il va faire, genre vous l'appelez, vous lui dites voilà j'ai une intervention qui vient de se caler, la dame elle est dans une merde pas possible, est-ce que tu peux me faire l'intervention? Ok, tu passes 1 heure sur l'intervention en plus de ton temps horaire. Eh ben moi, pour mon cas personnel, hein, je parle, après c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais si j'arrive à l'entreprise le soir et que juste le patron ou mon chef ou peu importe, mon supérieur, me dit bah juste merci, voilà, tu m'as sorti de la merde, c'est sympa de l'avoir fait, eh ben cette heure-là, je vais même pas la compter. Et au final, qui c'est qui est gagnant? Enfin, le patron est gagnant. Et au final, ça lui a coûté quoi? Juste un merci, un remerciement. Mais en France, on est juste incapable de faire ça, quoi. On estime que remercier un salarié, c'est le mettre sur un piédestal et qu'il va prendre le melon. Et je pense que c'est juste dramatique. On est tous dans un esprit de motiver son salarié. On ne l'écoute pas. C'est-à-dire qu'on est prêt à lui donner des ordres, même débiles, juste parce qu'on est sur supérieur et qu'on estime qu'on a raison quoi qu'il arrive. On lui demande jamais son avis. On le met jamais en avant. Enfin, c'est un drame. Enfin, pour moi, ça m'a toujours paru aberrant dans une entreprise que t'aies pas la parole. Et puis au final, je veux dire, même si on va dire, pour mon cas, t'es responsable de service, en gros, donc tu gères, on va dire, 3 plombiers plus 2 apprentis. Et à la rigueur, je pense que même, je vais aller plus loin dans ça, je pense que même l'apprenti a autant de paroles que le salarié. C'est-à-dire que, ok, le jeune, il sort de l'école, il connaît pas grand-chose, mais déjà, ça coûte quoi de l'écouter quand il a quelque chose à dire? Et ça ne veut pas dire parce qu'il est jeune, parce qu'il est apprenti, qu'il n'a pas une bonne idée. Enfin, au final, je veux dire, qu'est-ce qui forge, qu'est-ce qui fait que qu'on avance? C'est aussi la jeunesse, c'est aussi les nouvelles idées, c'est les nouveaux trucs. Et du coup, pour moi, je trouve autant un patron, je pense qu'un patron a autant à apprendre d'un apprenti, que d'un apprenti a autant à apprendre du patron, quoi. C'est pas parce que c'est un apprenti que le mec il est débile et puis qu'on ne doit pas écouter ce qu'il a à dire et que ses idées sont pas bonnes, quoi. Je pense que au contraire, je pense que l'écoute, le partage, c'est ce qui fait qu'une entreprise marche et ce qui fait qu'on avance. Prenons l'exemple de Google. Google, pourquoi à l'heure actuelle ça cartonne à ce point-là? Parce que Google a été capable de mettre en avant ses salariés. Google va tout faire pour ses salariés. Ses salariés ont pas tous les droits, mais sont chouchoutés de manière assez incroyable. C'est un truc qui serait jamais admis en France, quoi. Et je veux dire, si le mec il a envie de travailler sur un pouf avec son ordi, tout le monde s'en fout, quoi. Le seul truc que le patron il veut, c'est qu'il soit performant et qu'il se sente bien dans l'entreprise. Parce que si la personne se sent bien dans l'entreprise, si le soir vous lui dites, écoute, ce soir j'ai une tuile, j'ai un client qui me fait chier, machin et tout, est-ce que tu peux y passer 1 heure? Je te demande d'y passer 1 heure. Si le mec il se sent bien dans l'entreprise, il est intégré, il sent l'entreprise comme une famille, l'heure il va la faire sans rechigner, il va même pas vous demander de vous la payer. Et au final, qui c'est qui s'y retrouve? Le salarié parce qu'il se sent bien chez vous, parce qu'il n'a pas l'impression d'aller au boulot tous les jours. Et le patron va s'y retrouver aussi parce qu'il va gagner de l'argent, parce que son salarié ne va pas compter ses heures. Et je pense qu'en France, on est vraiment dans cet esprit de se dire, faut surtout pas dire merci, faut surtout pas féliciter le salarié parce que bon,
peut-être qu'il va me demander une augmentation ou peut-être qu'il va me faire chier derrière. Alors que, enfin, il n'y a pas de secret dans la vie. Enfin, c'est même pas forcément. Alors après, je pense que si la carotte est importante, c'est-à-dire que je pense que le truc tout bête que vous faites dans n'importe quelle entreprise et qui, je suis sûr, qui fonctionnerait à merveille, c'est-à-dire que sur chaque salarié, vous leur proposez de 50 à 100 euros par mois net de prime pour un certain objectif, c'est sûr, ça cartonne. J'en suis mais persuadé. Parce que c'est la petite carotte, même si au final, vous, ça va vous coûter, en tant que patron, ça va vous coûter entre 50 et 100 euros net. Et j'en suis sûr que derrière, vous allez en gagner 500. Et c'est tout bête, mais enfin, pourquoi les cadres, pourquoi les supérieurs ont des objectifs? C'est parce qu'ils vont se donner tout le mal et tout, enfin, ils vont tout faire pour atteindre ces objectifs. Et la plupart du temps, ces objectifs sont irréalisables. Mais ça va juste servir à booster la productivité des gens, tout simplement, parce que il y a un objectif. Moi, en tant qu'entrepreneur, à l'heure actuelle, si j'ai pas de but et d'objectif fixé sur le court et moyen terme, je vais pas me sortir je vais pas me sortir les doigts du cul pour atteindre ces objectifs. C'est-à-dire que si demain je me dis, bon, c'est quoi ton objectif à la fin du mois? J'en sais rien. Bah forcément, je vais pas me donner plus les moyens que ça d'y arriver parce que j'ai même pas d'objectif. Alors comment voulez-vous que ça me motive? Alors que c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Alors beaucoup de gens disent qu'il faut le mettre par écrit. Moi, je ne le mets pas forcément par écrit. Par contre, c'est très clairement défini. C'est-à-dire que là, pour cet exemple de ce mois-ci, j'ai un objectif par exemple, sur la vente de ma formation, j'ai un objectif clair, net et défini fin du mois. J'ai un autre objectif clair, net, défini dans 6 mois. Et j'ai un autre objectif fin d'année qui est clairement aussi défini. Je ne l'ai pas mis sur papier, par contre, dans ma tête, il est clairement défini. Après, que je l'atteigne ou pas, c'est pas forcément ça qui est important. C'est le fait en fait de me dire voilà, j'ai cet objectif là, je me donne les moyens d'essayer d'atteindre cet objectif là. Si je l'atteins pas, c'est pas un drame. Mais si j'avais pas cet objectif, je n'essaierais pas de l'atteindre. Et ce qui ferait que ma productivité serait pas la même. C'est-à-dire genre là sur les ventes de formation, si j'avais pas, j'ai déjà fait au-delà de ce que j'espérais. Mais du coup, quand j'ai vu au bout de 15 jours sur le mois de février que j'étais arrivé à ce chiffre-là, si je ne m'étais pas fixé l'objectif au bout de 15 jours, de doubler encore cet objectif, ça ne me motiverait pas autant à faire 2 webinaires par semaine, à me sortir les doigts du cul pour avoir un maximum de rendez-vous téléphoniques et convertir les gens en clients. Et voilà, et je pense que c'est un peu le cœur du truc. Et c'est pour ça que dans le salariat, c'est pour ça que les gens vont travailler à reculons et tout, parce que déjà, juste le fait de ne pas avoir d'objectif, enfin, c'est tellement... En fait, le matin, vous vous levez, vous allez à votre boulot, vous dire, bon, voilà, vivement que ce soit ce soir, 17h ou 18h ou 16h, peu importe ce que vous faites, vivement que je sois sorti du boulot, quoi. Alors que juste le fait de mettre une carotte, un objectif, c'est déjà plus motivant. Même si, à la rigueur, je vais même aller plus loin, même si vous avez un objectif qui ne vous rapporte pas forcément d'argent sur votre salaire à la fin du mois, juste le fait d'avoir cet objectif, ce but, et peut-être à la rigueur le merci du patron parce que vous avez atteint l'objectif, ça suffit déjà à amener une forme de motivation. Enfin, dans la vie, on peut pas avancer si on n'a pas de but, si on n'a pas d'objectif. Je pense que la pire des choses, et moi je l'ai remarqué, j'ai eu dans ma jeunesse, j'ai eu des sales périodes, et je pense que la pire chose au monde, c'est pas avoir de but ni d'objectif, quoi. C'est-à-dire que on sait pas où on va, donc on se laisse vivre, et se laisser vivre, c'est un peu la pire des choses, quoi. Vous savez pas où vous allez, donc vous avez pas, comment dire, vous avez pas de limite. C'est juste dramatique, et je pense que vraiment, moi, ce que j'ai compris avec l'entrepreneuriat, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que je veux, objectif court terme, moyen terme, long terme. C'est hyper important. Ça va vous permettre d'avancer, de vous donner un minimum de mal pour les atteindre. Et surtout, le plus important, c'est que vous savez où vous allez et vers où vous voulez aller.
Après, vous les atteignez ou pas, c'est pas très important. C'est pareil, des fois j'entends des gens me dire oui, mais de toute façon, c'est juste une histoire d'argent, c'est toujours gagner plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Je pense que franchement, pour être sincère, la plupart des gens qui sont dans l'entrepreneuriat ne font pas forcément ça dans un premier but de l'argent. L'argent est forcément, enfin, on va pas se cacher, gagner de l'argent, ça permet de faire ce qu'on veut. Forcément, c'est agréable, ça c'est sûr et certain. Je suis le premier à aimer l'argent, ça, je suis ok là-dessus. Sauf qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, ce qu'il faut comprendre, c'est que les objectifs sont souvent en rapport avec le chiffre d'affaires ou l'argent qu'on gagne. Donc du coup, c'est pas forcément... Enfin, il y a des entrepreneurs qui gagnent déjà énormément d'argent et qui n'ont pas besoin de plus d'argent. Sauf que quand le mec a fait une année à 500 000 euros, la fois d'après, il va pas se dire, mais demain, l'année d'après, l'année prochaine, je vais faire 300 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, ça n'a pas de sens. Lui, enfin, le but premier d'un entrepreneur, pardon, c'est d'évoluer, c'est d'avancer. Donc forcément, son objectif va être basé sur une base d'argent. Parce que s'il a fait 500 000 cette année-là, il se dit, bon, ben, l'année prochaine, je vais encore mettre plus le paquet, je vais développer d'autres trucs, et du coup, je veux passer à 1 million, quoi. Mais c'est pas forcément cette satisfaction de gagner 500 000 euros de plus. Parce que je pense que, sincèrement, ces 500 000 euros de plus ne changeront pas sa vie. Enfin, il a déjà beaucoup d'argent, il gagne énormément par mois. C'est pas parce qu'il va gagner l'année d'après 500 000 euros de plus qu'il sera plus heureux et qu'il sera mieux dans sa vie. C'est juste que c'est un objectif mesurable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est facilement vérifiable. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, enfin, ça ne trompe pas. Quand on a fait 500 000 cette année-là, l'année d'après, on a un objectif d'1 million et à la fin de l'année, on peut faire les comptes et savoir si on a atteint cet objectif. Mais ce n'est pas forcément ces 500 000 euros de plus qu'il va faire cette année-là qui vont changer sa vie ou qui vont améliorer sa vie. C'est juste que c'est un objectif et que l'argent, c'est forcément dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de facilement mesurable, contrairement à du développement personnel ou à se dire ah ben sur cette dernière année, j'ai 2 fois plus évolué que l'année d'avant. Enfin, donc du coup, l'argent en soi n'est pas forcément... Enfin, c'est juste parce que c'est calculable et que c'est facile à voir que la plupart des entrepreneurs ont des objectifs qui sont en rapport avec l'argent. Mais enfin, moi, je côtoie des entrepreneurs qui sont millionnaires et du coup, enfin, c'est pas le million de plus qui va changer leur vie au final. C'est juste que pour eux, c'est un objectif, tout simplement. C'est-à-dire que il faut une carotte, enfin, il faut un objectif cette année. Enfin, en 2017, j'ai gagné 1 million. En 2018, j'en veux deux, quoi. C'est juste de se dire que on est en perpétuelle évolution et qu'on stagne pas sur ses acquis et que bah, si on a réussi à faire 1 million, on peut en faire deux et on va toujours se surpasser pour aller plus loin, tout simplement. Mais l'argent, c'est pas forcément l'argent qui va l'avoir en plus, qui va améliorer sa vie. Enfin, forcément, ça va améliorer sa vie, mais je veux dire, c'est pas ce qui va faire qu'il va être plus heureux la deuxième année, enfin l'année où il a gagné 2 millions par rapport à l'année où il avait gagné 1 million. Au final, il a largement assez d'argent déjà pour se faire plaisir. Et du coup, c'est pas ce million de plus, c'est juste que pour lui, c'est important dans le sens où c'est un objectif de plus, c'est un palier de plus. C'est se dire, cette année j'ai réussi à faire tant, bah, l'année prochaine, si je peux être encore meilleur et je peux faire encore plus, tout simplement. Mais c'est pas en rapport forcément avec l'argent, de se dire, voilà, c'est de l'argent pour de l'argent. C'est plus, enfin moi, plus je côtoie des gens qui ont connu le succès dans l'entrepreneuriat, et puis je me rends compte que au-delà de l'argent, c'est plus un objectif. C'est pas forcément l'argent qui les intéresse en soi, c'est l'objectif à atteindre et c'est le fait de se dire voilà, cette année je peux faire encore mieux, je peux aller plus loin, je le sais, j'en suis capable, je vais me donner les moyens de le faire et du coup ils vont encore plus loin. Mais c'est pas forcément, enfin c'est pas lié directement à cet argent de se dire voilà, faut que je fasse un max de fric, peu importe les conséquences. Non, c'est vraiment pas ça. Enfin, je m'en rends compte de plus en plus. Et du coup, je pense que c'est voilà, enfin déjà fixez-vous des objectifs. C'est hyper important à court, moyen, long terme. Moi, je conseille par défaut de faire fixez-vous les objectifs début du mois pour la fin du mois.
Après, vous faites faire au bout de 3 mois ou 6 mois et après un an. C'est-à-dire que genre, vous démarrez l'année 2018, vous dites voilà, fin d'année, faut que j'ai dégagé 20 000 euros pour m'acheter une voiture, pour m'acheter une petite Toyota. Il faut que je sois arrivé à ça. Si je suis pas arrivé à ça, ben, je me fais pas plaisir. En plus, il faut toujours, c'est ce que j'avais appris dans une de mes premières formations, c'est-à-dire que quand vous avez atteint quelque chose, par exemple un objectif, il faut faire une récompense derrière. C'est-à-dire qu'il faut que votre cerveau, il accumule le fait de atteindre cet objectif et récompense. Le truc tout bête, c'est-à-dire que vous allez vous dire, oh, bah, au bout de 6 mois, si j'ai atteint tel chiffre d'affaires, tel bénéfice, je me fais 15 jours de voyage à l'autre bout du monde, peu importe, ou je me fais, ou autre chose, peu importe. Mais c'est important d'avoir ce truc de objectif récompense. C'est-à-dire, vous êtes fixé un objectif, ok, je l'ai atteint, je ne l'ai pas atteint, c'est pas grave. Par contre, si je l'ai atteint, je me fais plaisir. Même si c'est une petite chose. Mais une de mes premières formations que j'ai suivies, le mec disait bien, voilà, c'était moi sur de la prestation de service à l'époque, donc on proposait des services à des clients, ainsi de suite. Et il disait, à partir du moment où vous faites une vente, vous associez directement une récompense avec ça. C'est-à-dire que ça peut être, ne pas grand-chose. C'est-à-dire que ça peut être, là on avait fait une vente, on a vendu genre un site internet à 2000 euros. Vous allez boire un coup, vous allez payer un coup au bar avec vos potes ou vous allez bouffer au resto avec votre copine parce que vous avez eu ce succès. Donc ce succès, vous l'assimilez à une récompense, un cadeau en retour. Et c'est important pour le cerveau de comprendre que ben voilà, quoi, plus il y aura de succès, plus il y aura de récompenses. Et du coup, ça va vous inciter à vous donner encore plus les moyens de le faire. Et moi, c'est exactement ce que j'ai sur mes objectifs, c'est-à-dire que la fin de mois, j'ai un objectif. Si j'atteins cet objectif, je pars en vacances. Je me fais vraiment plaisir avec un beau voyage. Au bout de 6 mois, j'ai un autre objectif. Je sais quelle récompense j'ai en rapport avec cet objectif. Et fin d'année, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, j'ai un objectif. Je sais quelle récompense j'aurai en fonction de cet objectif. Déjà, ça va être une source de motivation, forcément, parce que même si mes objectifs sont assez élevés et je ne vais pas forcément les atteindre, quand je sais ce que j'ai en retour si j'atteins cet objectif, ça me motive forcément à atteindre cet objectif. Et plus votre objectif va être sur le long terme, plus votre récompense va être grosse, donc plus c'est intéressant pour vous. Donc même si à la rigueur vous n'avez pas atteint votre objectif à court et moyen terme, vous allez vous donner les moyens pour atteindre votre objectif long terme, pour vous dire voilà, je sais qu'au bout j'ai une grosse récompense. Et juste le fait de visualiser cette récompense, c'est-à-dire qu'on est tous au fond des enfants, c'est-à-dire que on est tous comme des gamins, c'est-à-dire que avoir un cadeau, se faire plaisir, il n'y a rien de plus beau dans la vie, c'est-à-dire que au final, si on est entrepreneur, c'est pour avoir une liberté financière, temporelle et géographique. C'est-à-dire que si vous travaillez dur et qu'au final vous ne vous faites jamais plaisir, autant rester salarié et avoir 15 jours de vacances dans l'année à la boule et puis voilà quoi. Si au final vous êtes entrepreneur et vous n'êtes jamais capable de décrocher et de vous faire plaisir et de vous faire des récompenses en fonction de ce que vous avez fait, autant pas le faire quoi. Moi à l'heure actuelle, si je suis entrepreneur, c'est déjà pour avoir cette liberté personnelle parce que j'ai personne au-dessus de moi, mais c'est aussi parce que je sais que je peux faire beaucoup d'argent. Avec cet argent que je gagne, c'est pas ce qui va faire mon bonheur, mais c'est ce qui va faire que je vais pouvoir faire ce que j'ai envie. C'est-à-dire si demain j'ai envie de prendre 15 jours et aller à l'autre bout du monde pour prendre des vacances dans un endroit paradisiaque, déjà je sais que j'ai l'argent nécessaire pour le faire. Je sais que j'ai aucune contrainte géographique, c'est-à-dire que je peux me barrer du jour au lendemain de chez moi, ça ne me dérange pas. Et je sais qu'avec une simple connexion Internet, je peux continuer à travailler même si je suis à l'autre bout du monde. Donc qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Strictement rien. Et juste ce fait, même si je ne le faisais pas à la rigueur, juste le fait de savoir ça, c'est déjà une liberté qui est juste énorme. En plus, vous dépendez de personne. Moi, à l'heure actuelle, je pense qu'en 2 ans de salaire où j'étais avant,
je ne gagne pas, enfin, en un mois, je fais ce que j'aurais gagné en 2 ans de salaire, alors que ça me demande presque moins d'efforts que quand j'étais salarié. C'est-à-dire que pas moins d'efforts dans le sens où je travaille moins, mais dans le sens où quand moi j'allais travailler le matin, que j'étais salarié, même si j'avais le poste qui me convenait à merveille, j'avais pas envie de me lever le matin, quoi. Depuis que je suis chez moi, j'avais vraiment peur d'un truc en tant que, en tant qu'entrepreneur, c'est que j'ai toujours cru que j'étais un gros dormeur. C'est-à-dire dans le sens où j'avais besoin de me lever tard, ainsi de suite. Et je me rends compte, depuis que je suis entrepreneur et que je kiffe ce que je fais, je me rends compte que c'est d'une simplicité de me lever le matin. Je ne suis jamais debout après 7h30, 8h. Alors qu'il n'y a rien qui m'oblige de me lever le matin. Parce qu'en plus, je pourrais commencer à travailler à 11h et finir à 11h le soir. Mais j'ai envie de me lever, j'ai envie d'aller travailler. C'est même pas du travail pour moi. C'est-à-dire que j'ai envie de me lever, j'ai la niaque de me mettre devant l'ordi et de commencer à répondre aux mails, à me mettre sur Amazon. J'ai envie de le faire. Et du coup, ça a juste pas de prix, quoi, au final. Parce que moi, en plus, j'étais vraiment persuadé que j'étais incapable de le faire. C'est-à-dire que je dis, ouais, de toute façon, c'est vraiment ce qui va me poser problème. C'est-à-dire que je vais me lever tous les matins à 10h, 11h, et du coup, je vais avoir du mal à me mettre à bosser. Et au final, boum, j'ai les yeux à 7h30 qui sont ouverts, et je suis juste incapable de pas me lever, de pas me sortir du lit, parce que j'ai juste envie de me lever, alors que ça m'est jamais arrivé depuis que je travaille dans le salariat. Ça m'est jamais arrivé un matin de pas repousser le réveil de 5 minutes. En général, j'avais tendance à mettre genre le réveil, même des fois 1 heure avant, juste pour me dire j'ai encore 5 minutes, j'ai encore une demi-heure, parce que j'avais pas envie de me lever, tout simplement. J'avais pas envie d'y aller. Faut pas se voiler la face. J'avais juste pas envie d'aller travailler. Ça me convenait pas. Ça n'était pas mon truc. Et de me rendre compte à l'heure actuelle que j'ai pas besoin de réveil. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de réveil le matin. C'est vraiment. Je suis programmé pour ça, quoi. C'est-à-dire que déjà, j'ai compris que dans le sommeil, avant, j'avais tendance. En fait, je pense que j'ai compris ce qui se passait. C'est-à-dire que le soir, je me couchais tard quand je travaillais dans le salariat parce que je repoussais le fait que d'être au lendemain, tout simplement. C'est-à-dire que je n'avais pas envie de me je n'avais pas envie d'aller au boulot le lendemain. Donc, qu'est-ce qui se passe inconsciemment dans notre cerveau? On se dit, en fait, on va profiter un maximum de la soirée en se disant, voilà, je vais regarder la télé jusqu'à 2h du matin, parce que inconsciemment, on n'a pas envie d'aller se coucher, on n'a pas envie d'être en lendemain, et on n'a pas envie de se lever pour aller faire un travail qui ne nous plaît pas. Enfin, pas forcément qui ne nous plaît pas, mais on n'est pas fait pour le salariat, tout simplement, et on n'a pas envie. Donc du coup, le soir, on a tendance à repousser ça. Et maintenant, je vois le soir. Alors déjà, j'ai compris, j'ai lu beaucoup de livres, et du coup, le sommeil le plus réparateur, il va être de 11h à 5h du mat, en gros. Et du coup, il est important de pas se coucher trop tard si on veut avoir un bon sommeil réparateur. Et du coup, maintenant, le soir, ça m'arrive même des fois de me coucher à 10h, parce que je suis fatigué, parce que le matin, je me lève tôt, mais parce que je sais aussi que j'en ai besoin, et que le lendemain, je serai meilleur et je serai plus performant. Mais maintenant, c'est très rare que je me lève, que je me couche après 11h30. Et pourtant, j'étais le premier à dire, voilà, moi je me couche tard, je suis quelqu'un qui s'est toujours couché tard, patati patata. Au final, c'est faux, c'est juste que j'étais pas bien dans ma vie personnelle et surtout professionnelle. J'avais pas envie le lendemain, j'avais pas envie que le lendemain soit là, tout simplement. Donc, je repoussais un peu le truc en me disant, moi je vais me coucher tard, je vais dormir 4 heures, et à 6 heures, je me lèverai, même si j'ai pas envie, quoi. Et j'irai au boulot, et je ferai un boulot qui me fait chier, mais bon, je le ferai parce que voilà, ça m'apporte une certaine sécurité, un certain confort, même si j'en ai pas envie. Et, et je pense que si à l'heure actuelle, on me disait, ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans l'entrepreneuriat, si on me disait, j'ai vraiment eu des périodes difficiles où j'avais clairement pas bouffé dans l'assiette, et, et j'avais forcément cette facilité, c'est-à-dire que moi je suis dans un domaine, la plomberie chauffage, où
je passais un coup de fil et le lendemain j'avais du travail. Pourtant j'ai pas cédé au truc, quoi. Je me suis pas dit bon voilà c'est la galère, c'est la merde. Et pourtant j'ai pas cédé, j'y croyais encore un petit peu, même si j'ai une période j'ai failli abandonner. J'avais tellement pas envie de reprendre le salariat, j'avais tellement pas envie de me lever le matin la boule au ventre parce que j'avais pas envie d'aller y aller. Je trouvais toujours une excuse. Enfin, je me disais quasiment le matin, je me levais en me disant est-ce que je peux appeler mon patron en me disant que je suis malade. J'avais tellement pas envie d'y aller. C'était juste abominable. À la fin, c'est vraiment devenu une torture, quoi. C'est-à-dire que je me demandais quelle excuse j'allais pouvoir trouver pour pas aller bosser, tellement c'était un supplice d'y aller, quoi. Et pourtant, sur ma dernière mission d'intérim, j'avais le poste que, soi-disant, je convoitais depuis des années, parce que je me suis toujours dit, pendant 15 ans, ouais, si je change souvent l'entreprise, si j'arrive pas à rester dans une entreprise, c'est parce que j'ai pas trouvé le poste qui me convenait. Et il s'est avéré que sur ma dernière mission d'intérim, c'était le poste qui me convenait et pourtant j'étais toujours pas satisfait. Donc à ce moment-là, il a fallu que je me remette réellement en question et que je me dise ok, donc apparemment c'est pas le poste. Donc forcément le souci il est pas là. Et au final le souci il est juste que je suis pas fait pour le salariat, je suis pas fait pour avoir un chef sur moi, je suis pas fait pour avoir un patron qui me dit quoi faire alors que je pense le contraire. Je suis juste pas fait pour ça. Je suis quelqu'un euh, qui aime avoir ses propres idées, qui aime diriger dans le sens, voilà, qui aime contrôler les choses, qui aime faire ses propres choix. Euh, je pense que à l'heure actuelle, moi personnellement, même si je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, je pense que vivre avec 1500 ou 1800 euros, c'est une hérésie. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, avec 1500 ou 1800 euros, même si c'est considéré comme un salaire correct, je pense qu'on peut rien faire. C'est-à-dire que pas de plaisir, pas de voyage, pas de machin. Et du coup, pour moi, c'est juste un drame. S'il faut attendre une retraite avec un boulot de merde qui nous fait chier pendant 40 ans pour arriver à une retraite où on sera en mauvaise santé, alors surtout dans des domaines comme le mien, dans le bâtiment, où on arrive en gros à notre retraite complètement cassée avec des problèmes de santé, c'est pas à notre retraite qu'il faut commencer à voyager, clairement. Et du coup, moi je trouve ça complètement dramatique, de devoir attendre une retraite où on n'est même pas sûr qu'on va pouvoir profiter de l'argent parce qu'au final, qui nous dit qu'on n'aura pas rencontré des difficultés, des merdes au passage et du coup on n'aura pas forcément mis d'argent de côté. Et du coup pour moi, vivre avec 1500, même 1800 euros par mois, ce que je gagnais à la fin, même si c'est un salaire qui est considéré confortable en France, je suis désolé, je trouve pas qu'on vit si bien que ça au final, quoi. Enfin, même si pourtant moi je suis en province, j'ai pas des loyers énormes, au final, 1800 euros, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire les moindres sorties, les moindres folies, quoi que ce soit, ça suffit pas, hein, tout simplement, faut pas se leurrer. Alors, je suis conscient, je crois que j'en suis de plus en plus conscient. Je pensais être quelqu'un de matérialiste, en fait, je pense que je suis pas quelqu'un de matérialiste, parce qu'en fait, je me rends compte que je préfère payer pour des choses assez chères, mais qui ne restent pas, comme aller passer 15 jours de vacances inoubliables alors que ça m'a coûté une fortune, plutôt que d'acheter une belle voiture. C'est-à-dire que moi, pour moi, le choix il est vite fait. Je préfère partir 15 jours dans une île paradisiaque où ça va me coûter une blinde que prendre une voiture qui au final va me servir à quoi me déplacer et qu'elle soit belle ou qu'elle soit moche. Au final, j'en ai un peu rien à foutre parce que je pense que mon succès il passe pas par le regard des autres, mais il passe par moi, par ma satisfaction personnelle. Et du coup, j'en ai un peu rien à foutre d'avoir une belle bagnole. J'aime les voitures, mais ce que je veux dire, c'est que les autres, si j'ai le choix entre faire un mois de rêve, je sais pas, genre, dans une île paradisiaque pour le même prix, acheter une super bagnole, je vais clairement choisir l'île paradisiaque parce que pour moi, ça n'a pas de prix. Les souvenirs, tout ça, l'inspiration que ça apporte d'être dans un endroit de rêve, tout ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Alors que la voiture, ça reste un bien matériel et qu'au final, une fois qu'on l'a, la voiture, on n'en a plus rien à foutre derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, n'importe quoi qu'on achète de matériel, on est très content de l'avoir au début et après, une fois qu'on l'a acheté, le plaisir, il est un peu passé.
Alors que les souvenirs, les moments inoubliables, sauter en parachute, sauter en élastique, des moments, des sensations fortes, de l'adrénaline, tout ça, vous l'oubliez pas, ça reste gravé dans votre mémoire. Et du coup, ça, c'est vraiment des trucs, je pense, importants. Vivre des choses, vivre sa vie à fond. Et tout ça, c'est au-delà de c'est au-delà d'avoir une belle voiture, une belle maison, et ainsi de suite. Je pense que, et je me rends de plus en plus compte, c'est-à-dire que plus j'avance et plus je me dis, en fait, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, quoi. Et il y a des trucs que pour moi étaient inimaginables avant, et qui maintenant commencent à être réalisables parce que j'ai l'argent pour le faire, tout simplement. Mais voilà, je vais plus pencher sur des trucs qui sont éphémères, à sensations fortes et qui ne restent pas, mais par contre qui restent dans le cœur et dans les souvenirs, tout simplement. C'est-à-dire que ça n'a pas de prix, quoi. Et du coup, je me rends compte que c'est pas forcément les biens matériels qui font l'importance, parce qu'une fois que vous les avez, vous en avez un peu plus rien à foutre, et c'est pas ça qui détermine votre réussite au final. Je pense que je préfère même être fauché, dépenser tout mon argent en voyage, mais voyager, faire des nouvelles expériences, ainsi de suite, que rester en France, avoir une belle maison, une belle femme, une belle voiture, et ainsi de suite. Au final, tout ça, c'est juste de l'apparence, c'est juste pour montrer aux autres qu'on a soi-disant réussi, et au final, ça n'a tellement pas d'importance. Voilà, je me suis encore éparpillé sur ce podcast, comme d'habitude. Je crois que ça devient un peu une routine de s'éparpiller. Après, je ne vais pas vous cacher que j'adore faire ces podcasts. C'est clairement un kiff. Même si je m'égare un peu sur les sujets, je suis pas du genre à pas dire ce que je pense. Donc c'est réellement, sincèrement ce que je pense quand je parle dans les podcasts. Voilà, je crois qu'on a fini pour celui-ci. Je vous dis à demain. Merci de m'avoir suivi. Ciao!